est ouverte pendant 2 heures. Vous pouvez vous y exprimer en toute liberté et sans tabou pour partager avec nous des moments de votre vie. Alors si vous vous sentez en proie à des questions qui vous tourmentent ou confrontés à une situation tant sur le plan personnel que professionnel que vous avez un peu de mal à gérer, eh bien je vous invite à m'appeler au 39 21 et ensemble nous essaierons de prendre du recul pour tenter d'y voir plus clair. Et comme nous avançons ensemble, toutes vos opinions sont les bienvenues. Si vous souhaitez dialoguer en direct avec un auditeur ou une auditrice, vous pouvez composer le 39 21. Vous pouvez également nous envoyer un courriel sur le site europe1.fr ou vos messages par SMS au 7 21 21. Ce soir, vous serez accueillis au 39 21 par Asiba, Quentin et Théo, et c'est Emmanuel Bondo qui réalise cette émission. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bonsoir. Alors Sophie, vous nous avez appelé parce que vous rencontrez un problème oui, avec votre fille qui vit chez vous, oui. Je crois, Oui. et qui a un souci avec l'alcool. Eh oui. Eh oui. Quel âge a-t-elle votre fille 46 Sophie ans, madame. 46 ans, oui. Depuis combien de temps a-t-elle ce problème d'alcool? Moi je m'en suis aperçue parce que elle habitait dans le Midi avant. Oui. Puis donc elle s'est séparée avec son époux. Mm-hmm. Et puis elle a rencontré quelqu'un d'autre et puis c'est depuis ce temps-là quoi que ce monsieur-là il l'a laissé tomber et puis là ça va pas du tout quoi. Ça fait à peu près un an et demi. Vous pensez que sa séparation est liée déjà à ce problème d'alcool? Disons que ça s'est aggravé. Avant c'était que les apéritifs, mais maintenant ça revient vraiment. C'est comme hier, j'avais téléphoné, j'étais vraiment hier déboussolée. Mm-hmm. Il y a un an, donc c'est au mois de novembre, ça s'est passé là. Elle avait bien bu, mais moi je me n'étais pas aperçue, puisqu'elle avait sa chambre en haut et oui. Puisqu'elle était séparée avec ce monsieur-là, et puis d'un seul coup elle est descendue, et puis elle m'a, comme je l'ai vu un petit peu agressif, là je lui ai pris les clés de sa voiture, quoi, parce que j'avais peur qu'elle prenne la clé de sa voiture pour conduire. Et là elle m'a agressé, quoi, elle m'a battu, elle a voulu m'étrangler, quoi. Terriblement, j'ai cru ma dernière heure arriver. Vous avez dû avoir très peur, ma pauvre, oui. Et alors j'ai réussi quand même à me sauver. Oui. J'ai une maison avec deux sorties. Je suis sortie par devant. Oui. Et je me suis réfugiée chez mes voisines. Malheureusement, j'avais un peu honte. Écoutez, non, Sophie, vous avez bien fait, il fallait chercher du secours. Je vous jure que j'étais dans un état. Oui, vous deviez être... Donc les dames ont appelé les gendarmes, malheureusement. Oui. Non, mais que vouliez-vous faire? Elles ont eu raison. Et puis donc, les gendarmes m'ont dit, qu'est-ce que vous faites, madame? Vous portez plainte? J'ai dit oui, comme ça, bêtement. Elle me dit, vous savez ce que ça va vous coûter? Je lui dis non, pas tellement. Enfin, j'ai porté plainte, j'étais obligée. Oui, bien sûr. Après, alors, donc, comme j'avais cette deuxième porte derrière, on a fait le tour, et puis, parce qu'elle s'était enfermée, bien sûr, devant. On l'a retrouvée dans mon grenier. Alors, bien sûr, dans un état pitoyable. Oui. Et puis voilà, et puis donc le temps a passé, donc ils l'ont gardée vite fait. Ils l'ont gardée, elle est revenue la nuit, quoi, mais elle est revenue chez nous, mais j'ai mon fils aîné qui n'a pas voulu la faire rentrer. Donc elle a dormi dans sa voiture, puis le lendemain elle est repartie, quoi. Donc j'ai porté plainte. Les gendarmes l'ont gardée, ils l'ont placée en garde à vue, mais elle n'a pas été hospitalisée. Non, on peut pas, madame, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça vienne d'elle-même. Il aurait pu y avoir un placement. Non, ils ont dit que non. Ils ont dit à mon fils, on la garde pendant 6 heures, c'est la loi, 6 heures, et ils me l'ont relâché, il était minuit. Oui, bien sûr, eux ne pouvaient pas prolonger la garde à vue, mais enfin, elle aurait pu être hospitalisée, vu son état. Oui, mais non, ils peuvent pas, il faut qu'elle soit blessée.
Alors moi j'étais à moitié étranglée, mais non, elle est revenue comme avant, à minuit, mais pas. Et donc j'ai porté plainte, et puis bon et puis voilà, et puis un jour. Est-ce que vous en avez reparlé une fois qu'elle était en état de pouvoir le faire? Ah ben non, parce qu'elle a tout de suite pris sa voiture et elle est repartie. Non, mais je veux dire dans les semaines qui ont suivi, dans les jours qui ont suivi. Mais on se parlait plus, quoi. On se parlait plus. Donc elle est repartie vivre ailleurs, quoi. Je dis pas le machin. Elle est partie vivre ailleurs, et puis un beau jour, on m'a prévenu par téléphone qu'elle était rentrée sur, enfin je dis pas la ville. Non, là où vous habitez. En Champagne-Ardenne, disons. Elle était rentrée. Alors, mon fils a eu très peur parce que j'ai quand même eu 73 ans. Alors elle était revenue sur Reims. Alors elle est venue taper, puis elle m'a dit tu me donnes mon courrier. Je lui ai donné son courrier par la porte. Elle est partie. Alors là, ça s'est arrangé entre vous, puisque aujourd'hui, elle est chez vous. Oui, mais parce que madame, elle a eu un traite. Alors là, elle est là. Elle a eu un très, très grave accident de voiture. Mais elle a fait l'accident elle-même, hein. Elle s'est payé un pont, quoi, à 107 à l'heure, je crois, avec 2 grammes 20 d'alcool. Donc, hôpital. Alors là, on m'a prévenu quand même. Malgré qu'elle était majeure, on m'a prévenu, donc je suis partie en bus, parce que je ne conduis pas, j'ai pris le bus, je suis partie la voir à l'hôpital. Donc, quand elle arrive à l'hôpital, c'est la première fois que je la revoyais depuis mon agression. Oui. Donc, elle m'a insultée, bien sûr, mais ça, c'était pas grave. Et donc, j'étais tout de suite voir un médecin en disant, écoutez, monsieur, est-ce que je peux la faire hospitaliser en région? Parce qu'elle était sortante, elle a rien eu, malheureusement. Elle n'a rien eu. Avec le très très grave accident de voiture qu'elle a eu, elle n'a rien vu. Bon, tant mieux. Oui, oui, bien sûr. Et donc, alors on me dit pourquoi? Je lui dis avec 2 grammes machin. Moi, je dis je voudrais qu'elle s'en sorte, quoi. Et puis donc, après bien je parlais, ils ont bien voulu l'hospitaliser. Donc, j'ai signé une décharge pour qu'elle reste à l'hôpital. Donc, elle est restée dans cet hôpital, mais entre-temps, elle a été opérée de son pied. Et vu qu'elle était sortie de l'hôpital psychiatrique, parce que c'est une clinique psychiatrique, elle était sortante. Donc, elle a profité pour se sauver. Elle a signé une décharge? Oui. Et moi, j'ai rien pu faire, parce qu'elle était sortie du service d'âme, mais oui. Oui, d'accord. Donc, elle est restée très peu en psychiatrie? Très peu, elle est restée que 15 jours. Oui. Donc, ils n'ont pas pu vraiment mettre en place une prise en charge. Non. Elle a resté que 15 jours que j'ai pas été la voir parce que on n'avait déjà pas le droit. Hein, parce que... Et puis donc, elle est repartie. Elle est repartie là-bas vivre avec ses... Elle ne travaille pas, donc. Elle ne travaillait pas en ce temps-là. Ouais. Elle vit de quoi? De rien. C'est-à-dire... chez moi. Non, mais actuellement, mais avant Avant, elle a travaillé dans une clinique, elle avait une très bonne situation. Oui, mais quand elle faisait ses allers-retours, là, vous dites, elle venait, elle repartait. Oui, parce qu'elle a entre-temps, elle a vendu une maison là-bas avec son mari, et ils ont partagé cette maison en 2, vous voyez, chacun moitié pour être quitte. Donc, elle vivait quand même de cette maison. D'accord. Et elle a des enfants? Elle a 2 grands-enfants. Ils sont adultes? Ils sont adultes, ils vivent avec leur père. Ah, ils ne sont pas encore indépendants. Le grand, il a 20 ans et le petit, il a 15 ans. Ah ils sont pas adultes, il n'est pas adulte à 15 ans. Non, mais enfin, ils vivent avec leur père, ils n'ont pas voulu venir avec leur mère. Oui, ça se comprend, oui. Heureusement, le père peut faire face. Oui. Et alors là, donc, elle est revenue vivre avec vous? Oui, alors donc, là-bas, comme elle vivait avec ses enfants, un jour, ils m'ont téléphoné, son grand, il l'a pris en charge, et il pouvait plus vivre là-bas parce que elle buvait vraiment de trop. Oui. Alors, pendant 2 jours, ils ont fait un peu la morale. Elle a signé une décharge à son fils qu'elle voulait venir chez moi, en Champagne-Ardenne pour se faire soigner. Donc, ils ont fait le voyage et ils me l'ont ramené. Que voulez-vous que je fasse, moi, une mère avec sa fille qui était là, qui pleurait et qui voulait se faire soigner? Donc, j'ai raccommodé, quoi, un petit peu. Vous avez accepté? Oui, j'ai accepté, madame. C'était il y a combien de temps? C'était au mois de novembre, en mois de janvier. C'était en janvier. C'était en janvier. D'accord. Alors, est-ce qu'elle est... Oui, elle s'est fait soigner. Elle s'est fait soigner. Elle a resté 1 mois. Entre-temps, nous sommes passés au tribunal. Oui. Donc, pour votre agression. Voilà. Et puis en même temps pour son accident de voiture. Donc, elle a eu un retrait de permis de 6 mois. Et pour moi, je n'ai rien voulu.
Je n'ai rien voulu. J'ai Oui. dit simplement à la justice moi, je souhaitais qu'elle se fasse soigner. Bien sûr. J'avais Oui. pris un avocat parce que je suis assez timide et puis j'ai dit comment je vais faire pour parler. Donc elle a été condamnée juste pour ça. Oui. Donc pendant les 6 mois qu'elle n'avait pas de voiture, tout allait bien. Oui. Donc elle avait son pied abîmé, donc elle ne marchait pas beaucoup parce qu'elle avait elle a quand même une broche dans le pied, donc ça allait. Donc elle a été hospitalisée? Elle était hospitalisée pendant 5 semaines. Dans une clinique spécialisée? Voilà, ils appellent ça une hôpital, c'est une clinique un hôpital psychiatrique. Donc ils l'ont sevrée pendant 5 semaines là. D'accord. Puis après, elle est ressortie, n'est-ce pas? Oui. Elle est venue chez moi et puis si vous voulez que je fasse, je peux pas la mettre à la porte. Et alors, comment ça se passe chez vous? Ça va jusque maintenant qu'elle reboit depuis 4 mois. Je mets des croix sur mon calendrier et à chaque fois, c'est moi qui découvre tout dans sa chambre. Vous avez constaté qu'elle reconsomme de l'alcool? Ah oui, parce que je suis assez futée je suis assez futée et hier tout allait bien. Tout allait bien parce que moi je me promène beaucoup. J'ai une petite bête à 4 pattes là que je promène beaucoup et j'étais invitée au restaurant hier à midi parce que j'ai eu 73 ans avant-hier. Bon anniversaire. Merci, alors, Sophie. Merci bien Caroline. Et donc elle pleurait déjà. Je dis mais qu'est-ce que tu as pleuré, ça ne va pas. Elle me dit non, je me remettrai jamais maman. Oh, c'est bizarre. Je reviens du restaurant à 2h30. Là elle se remet encore à pleurer. Et je dis qu'est-ce qu'il y a qui va pas. Oui. Elle me dit je me remettrai jamais. Bon, elle avait un rendez-vous. Alors vous voyez, elle se fait encore soigner. Elle est obligée. Donc elle est partie dans ce centre anti-alcoolique. Elle est suivie. Elle est suivie par un psychologue. Tout. J'ai même été avec elle parce qu'elle a demandé maman viens avec moi. J'étais avec elle. Oui. Donc elle va à ce centre. Oui. Moi je reviens de promenade vers 6h30, 7h. Vous savez, je la connais maintenant, on peut pas. Bien sûr. On n'est pas maman pendant 9 mois, on est maman tout le temps. Donc j'ai dit, ça est vraiment énervé. Je me suis dit, mais j'ai dit, Evelyne, t'as bu? Elle me dit non. Oh, bon. Et puis il y a quelqu'un qui l'a appelé. J'ai profité d'aller en haut pour regarder un peu les machins. Il y avait rien. Je prends la clé de sa voiture, je vais dans sa voiture, j'appuie. Qu'est-ce que je trouve dans sa voiture? Voilà, les cadavres vides dans son coffre. Et ça recommence. Et Ouais. Je ne sais plus quoi faire. Elle ne veut pas se faire soigner, elle ne veut pas. Alors, elle se fait soigner parce qu'elle est obligée. Oui, en même temps, elle va à ses rendez-vous. Elle pourrait ne pas y aller, après tout. Ah oui, mais elle pourrait ne pas y aller. Or, elle y va, mais à côté de ça, elle consomme de l'alcool, donc ça ne va pas. Voilà. Alors, elle va dans une grande surface. Alors, je lui dis, je lui ai même dit tout à l'heure, fais attention, ne va pas dans cette grande surface parce que tu auras l'air bien. Il y a l'ami de mon fils qui habite par là parce qu'elle m'a dit le nom et tout. Non, mais bon, vous savez, en même temps, c'est fréquent, les rechutes. C'est fréquent les rechutes dans les addictions comme ça à l'alcool. Mais il faudrait qu'elle puisse en parler. Ah, mais elle n'en parle pas aussi. Eh oui, bien sûr, j'imagine bien. Parce qu'il faudrait qu'elle... Pardon? Elle n'en parle pas. Elle est rentrée, là? Non, mais elle n'en parle pas. Non, elle est parce que je vous entendais parler doucement. Non, mais je dis parce qu'elle n'en parle pas. Pourquoi finalement, vous ne pas aborder le sujet avec elle sans cri, sans heurts, sans drame, puisque au fond, quand elle s'est mise à pleurer, elle se rend bien compte, elle culpabilise, elle est mal de ça. Dire écoute, ça peut arriver. C'est les rechutes, ça arrive, c'est pas dramatique. C'est important que tu demandes de l'aide et peut-être que tu sois hospitalisé de nouveau. En tout cas, parle-en avec le psychologue qui te suit. Mais pour montrer que vous faites pas l'autruche, qu'elle vous prenne pas pour une idiote, vous savez, mais vous ne la culpabilisez pas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dupe, mais voyez, vous ne l'infantilisez pas, vous ne lui dites pas j'ai trouvé les bouteilles dans le coffre ou dans la chambre, voyez, vous n'êtes pas celle qui va fouiller et tout. Vous ne la culpabilisez pas, mais vous n'êtes pas dupe, vous savez qu'elle a rechuté et vous en parlez calmement. Vous dites ça peut arriver, simplement maintenant il faut l'accepter. Voilà, ça fait partie aussi du traitement, des risques, des possibilités. Ils ne seront pas surpris.
et ils t'aideront. Donc il faut en parler et c'est pas en dissimulant les choses que ça va s'arranger, au contraire. Mais elle veut pas retourner à l'hôpital. Elle ne veut pas. Oui, mais elle y retourne. Je sais pas. Peut-être qu'ils d'ailleurs ils n'hospitaliseront pas. Hein. Moi je dis ça comme ça, voyez. Mais en tout cas, ça sera au moins évoqué. Je sais. Hier, elle était encore évoqué. Je vous dis, elle était dans un triste état. J'étais hier. J'étais heureux. Bon, j'ai dormi habillée. Parce que hier. le contrat, quand même. Rappelez-lui le contrat, Sophie. Elle est venue chez vous. Et vous avez accepté qu'elle vienne chez vous pour se soigner. Or, si elle vient chez vous pour se soigner, mais que parallèlement à ça, elle continue à boire, le contrat est rompu. Ah bah oui, c'est... Or, si vous vous rendez d'une certaine façon complice, en fermant les yeux, vous ne l'aidez pas. Ben non. Je sais que c'est très difficile, parce que vous allez me dire, mais je suis sa mère, comment faire ? Oui, vous êtes sa mère, certes, mais justement, si vous voulez l'aider, c'est de ne pas fermer les yeux. Donc c'est très difficile parce qu'évidemment un contrat on le respecte mieux avec un professionnel et le professionnel c'est beaucoup plus facile pour lui de se montrer ferme. Mais justement vous pouvez lui dire moi ça me fait trop mal de te voir te faire du mal comme ça, te détruire. Donc je veux bien que tu sois là en sachant que tu te fais aider, que tu te donnes vraiment les moyens d'aller mieux. Mais si c'est pour voir que tu continues comme ça à t'enfoncer, non. La bonne chose, c'est qu'elle continue à voir son psy. Mais si elle continue à voir le psy et que derrière elle consomme de l'alcool, oui. Je vois pas l'intérêt. Bah oui, comme hier, voilà. Oui. Voilà. Alors hier, vraiment, j'avais peur parce que, vous voyez, elle devient tout de suite agressive, quoi. Lui, il t'a fouillé dans ma voiture et puis tout de suite, elle est sautée encore sur moi. Alors hier, donc, comme j'ai téléphoné, je ne savais plus quoi faire hier. Non, mais surtout vous. Bon, alors d'abord vous dites, je ne tolérerai plus. Vous lui dites bien, je ne tolérerai plus la moindre agressivité et le moindre geste de violence à mon égard. Que les choses soient bien claires. Et là, ça sera immédiatement. Tu n'es plus à la maison et là je porte plainte cette fois-ci de nouveau. Je lui ai écrit une lettre il y a tant que je vous ai attendu là. Je lui ai écrit une lettre de 2 pages. Je lui ai mis ce matin. Que je fais des randonnées, je suis partie ce matin à mes randonnées, je lui ai laissé la lettre, elle est arrivée, elle m'a pas dit maman pardon, voilà. Alors je lui ai marqué la lettre, je lui ai dit écoute maintenant, dorénavant je te donne, parce que là elle part un petit peu, je la laisse partir, après parce qu'elle a retravaillé quand même, depuis elle a cherché du travail, elle a retravaillé, elle s'est remise un peu dans le bain. Voilà, non mais vous lui dites, je sais que tu es en très grande souffrance, mais je ne serai pas ton bouc émissaire. Alors, oui, mais vous savez, j'ai peur d'elle. Hier, j'ai eu peur. Mais je comprends. Mais donc il ne faut pas laisser cette peur s'installer. Et si de nouveau, elle s'alcoolise, il y a ce risque, malheureusement, quand elle s'alcoolise, votre fille a des passages à l'acte comme ça très violents. Très, très violents. Donc vous ne pouvez, pour cette raison, d'autant plus. Accepter qu'elle s'alcoolise. Non, je peux plus là. Donc là, c'est très clair. Donc quand je parlais de contrat, c'est-à-dire d'accord, oui, elle est chez vous, mais si elle est abstinente, si elle recommence à consommer de l'alcool, ça va plus être possible qu'elle reste chez vous. Non, mais moi je lui ai donné un mois. Je lui ai dit dans un mois, écoute, je lui ai marqué sur la lettre. Si elle se remet pas en cause comme ça, moi je peux plus là. Je lui ai dit, j'ai dormi habillée parce que j'ai tellement eu peur hier encore, avec mes clés prêtes à sauter, à prendre ma petite bête puis m'en aller vite fait. Vous savez, c'est pas rigolo à 73 ans, c'est pas rigolo. Oh non, vivre des choses comme ça, elle m'avait bien agressé, c'est terrible. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Je me suis retirée, là, comme elle m'a agressée, je ne sais même pas comment. Elle avait une force terrible. Là. Et votre fils, là, parce que qui était intervenu à un moment, il vit dans la région Oui, mais il travaille beaucoup. Alors là, je veux même pas lui dire, parce que sinon, ils vont la mettre à la porte. Mon autre fille, elle est venue, c'est pareil, aujourd'hui, elle m'a dit, ça va, maman? J'ai dit, oui, ça va. Elle était là, non, je dis rien. Je garde avec elle. Oui, parce que sinon, évidemment, ils interviendraient. Oui. Alors donc... aussi, je lui ai fait faire, parce que moi, je crois beaucoup à l'acupuncture, et je l'ai emmenée à l'acupuncture lundi dernier. Et elle est retournée aujourd'hui. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, la dame? C'est une dame. Elle me dit, ça va. Et je dis, tu as dit la vérité? Elle m'a dit oui.
C'est-à-dire que l'acupuncture pourrait aider à soigner son état d'anxiété, son état d'anxiété, de nervosité, pourrait l'aider dans une période de sevrage à calmer un peu, parallèlement au traitement qu'on lui donne. Mais si entre-temps elle s'est remise à boire, voyez. Il n'y a pas grand-chose à faire. Je vous dis, j'étais avec elle au psychologue, là, où c'est qu'elle va, là, dans ce centre-là, qui est très bien. Je lui dis, personne ne peut lui faire une prise de sang comme ça pour voir. Elle me dit, madame, on n'est pas des gendarmes. On peut pas. Alors là, je lui ai dit, écoute, il faudrait que tu rentres en clinique, là. Elle m'a dit, surtout pas, tu ne me feras pas rentrer de force. Alors, puis on n'a pas le droit. Vous pouvez pas appeler le psychologue? Comment? Vous pouvez pas téléphoner au psychologue? Si, je lui dis à chaque fois qu'elle reboit. Je lui ai dit. D'accord, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle me dit comme vous, un peu, il y a des... Mais moi, je suis au bout du rouleau, quoi. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle me dit que elle me dit un peu ce que vous avez dit, vous, qu'on peut pas faire autre chose, sauf l'hospitaliser, mais elle veut pas. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas être hospitalisée. Et j'ai pensé, vous savez, à un monsieur, un alcoologue, comment on appelle ça? Un monsieur qui soigne l'alcool, mais il n'y a rien. Oui. Il n'y a rien. Les cachets qu'ils font, elle m'a donné 3 noms. Et elle dit que le premier, il fait tomber dans les pommes, le deuxième, il fait vomir, et le troisième, il est inactif. Alors, il n'y a rien. Ça vient, elle nous a dit, c'est le courage, et il faut reprendre sur soi. Alors, je ne sais plus quoi faire, je suis un peu perdue, c'est pour ça que je vous ai téléphoné, parce que j'ai un peu perdu. Mais je crois qu'il faut, c'est très compliqué évidemment, surtout dans votre situation. Mais je pense que vous gagnerez. Je sais pas ce que vous dit la psychologue qui suit votre fille, parce qu'elle suit votre fille, c'est pas vous qu'elle suit. Mais peut-être que vous pouvez lui demander conseil quand même sur l'attitude à tenir vis-à-vis de votre fille, puisqu'elle connaît votre fille. Mais je pense que vous gagnerez à être assez ferme vis-à-vis de votre fille. Et je sais pas assez, je sais. Tout en étant bienveillante à son égard comme vous l'êtes, mais c'est-à-dire lui dire qu'il y avait quand même une forme de contrat passé entre vous. Ben oui, ça le dit. Et que dans la mesure où elle rompt ce contrat, vous ne pouvez pas prendre le risque. Quand elle consomme de l'alcool, malheureusement, elle n'est plus elle-même et que dans ces cas-là, elle est débordée par des pulsions agressives. Vous pouvez lui dire, tu n'es plus toi-même et dans ces cas-là, tu deviens très agressive. Oui, mais bon, voilà, vous lui, peut-être vous lui redites et vous lui dites que vous ne pouvez pas prendre le risque d'être de nouveau agressée. Et que donc c'est pas possible. Donc si elle recommence à s'alcooliser, ça peut arriver, je vais pas me répéter, je vous l'ai déjà dit, les rechutes, et que dans ces cas-là, eh bien, il faut pas qu'elle nie les faits, qu'elle les considère, qu'elle les prenne, qu'elle en parle et qu'elle se fasse vraiment soigner efficacement. Parce qu'elle voulait la mettre, vous savez, avec une association qui parlait. Tout à fait. En groupe, quoi. Oui. Elle ne veut pas. Oui, non, mais ça, pour le moment, c'est très beau d'être dans le refus, c'est très bien, mais vous lui fixez des limites. Pour le moment, évidemment, non, elle dit non à tout, mais je continue à être chez maman, je mène ma petite vie. Tant que maman m'accepte et finalement me supporte. Vous lui dites que vous n'êtes pas prête à tout supporter. Parce que vous pouvez pas prendre le risque d'être agressée de la sorte une deuxième fois. Ouais, parce que c'est ce que j'avais pensé, de retéléphoner à mon avocate puis lui demander conseil aussi, quoi. Parce que... Oui, vous pouvez le faire. Ah oui. Merci. Bon courage, Sophie. Merci beaucoup. Parce que c'est pas simple. Oui, au revoir. Bon courage, au revoir. Au revoir, merci. Caroline Dublanche sur Europe 1. Alors, on va accueillir maintenant, je crois, Françoise qui est avec nous. Bonsoir Françoise. Bonsoir Caroline et merci d'avoir retenu mon appel, à vous et à votre assistant. Bon, je suis un petit peu tout émue. Bon, j'ai un petit peu des problèmes d'élocution là actuellement. Vous m'entendez quand même? Oui, très bien, il n'y a aucun souci. Voilà, bon, j'ai des problèmes avec mon bridge. Ah, ma pauvre. Oui. Bon, ça vous fait pas trop souffrir? Je l'ai avalé. Vous l'avez avalé? Oui. C'est une histoire. Mais comment on peut avaler son bridge? Ah, écoutez, il y a 25 ans, un chapeau dentiste qui me l'avait instauré à l'époque, là. Oui. Et là, vu l'âge, oui. Ça commence un petit peu à osciller. Et puis là, des braves voisins m'ont invité
à prendre le café, parce que comme j'étais pas là, et en plus, gentiment, on m'a offert le gâteau, une tarte, qui était d'ailleurs très excellente. Et Oui. d'un seul coup, je dis, oh, mes 4 dents, avalées. Alors c'est pour ça, donc excusez-moi si je zozote un petit peu. Mais, Alors là, bon, maintenant... Donc il vous manque 4 dents là. Voilà, et puis c'est les dents de devant, alors je suis pas très jolie là actuellement. Oh ma pauvre, ben ça écoutez, ça c'est de la radio, Oui, hein, donc bon, la ça radio, va. bon, ça, Pour comme nous, je dis toujours, égoïstement, voilà, Bon, ça, comme je dis- on a que le son, on n'a pas l'image. Hein. Voilà, alors c'est pour ça. Et là, actuellement, je me suis dit, il y a pire que moi. Bon, cette brave dame-là que j'ai entendue avant moi, donc je lui souhaite beaucoup de courage. Merci, Voilà, cette dame. merci pour Sophie Françoise. Voilà, oui. Bon, alors vous avez rendez-vous votre dentiste, il est en vacances ou Attendez, là, actuellement, il faut d'abord que... Bon, appelons un chat, il faut d'abord que j'aille à la chasse à l'épuisette, hein. Parce que là, il faut que je le rejette par les selles. Alors là, vraiment, c'est toute une histoire carambolesque, hein. Alors là, après, parce que ça vient de se passer. Ah oui, là, ça, moi, non, j'en On aura ris, vous savez, vraiment tous les mais lundi, je ne détails. riais pas, vous savez. Là, j'en ris. Mais non, mais c'est tellement surréaliste. Ah oui, oui, oui. Je m'attendais Et vous pas. savez, je suis J'aurais pas- eu de tout comme témoignage. Oui, et en fin de compte, je ne suis pas la seule parce que j'ai rencontré une collègue. Elle me dit, mais moi, ça m'est arrivé au mois de juillet. Oh là 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 là. Mais non, mais bon. parce que vous me parlez d'il y a 25 ans. Mais 25 ans, c'est quand vous l'avez fait faire. Oui, oui, oui. Ah bah Alors là, dites-moi, il était c'est pour ça que résistant. Je vous dis, là, chapeau, hein. Là, ça vient de se passer, l'histoire Oui, de la ça vient de se tarte. passer, là, tout Ah, de j'avais suite. pas Ah non, percuté. non, ça fait pas 5 ans que j'ai le corps étranger, non, pas quand D'accord, même. d'accord. Non, bon. Bon, Alors, voilà. écoutez, bon courage, Moi, ma je chère me dis envie. Françoise. Alors c'est pour ça, excusez-moi si je suis un petit peu à zozoter. Oui, Parce que oui, j'ai- bah écoutez, non, on va faire avec, on va hein, ça faire va, avec. hein, ça reste, Bon, d'ici- ça reste audible, hein, il y a aucun Voilà. souci, Bon, il y a aucun donc souci. demain, je reprends rendez-vous avec le dentiste pour avoir un autre appareil, là. Bien sûr, Bon, bien sûr. alors ça va. Alors donc voilà, moi je suis quelqu'un qui a j'ai 57 ans, là je suis une jeune retraitée depuis 1 an, Mhm. et j'ai fait beaucoup passer ma vie professionnelle avant de faire passer ma vie sentimentale. Oui. Alors donc, quand on est jeune, on a des aventures, et bon, j'ai déjà mal débarré dans la vie parce que j'ai un ami donc, que je fréquentais qui a eu accident de voiture. Donc vous voyez, ça a déjà mal démarré. Bon, alors après, bon, c'est la vie, que voulez-vous? Qui est décédé? Oui, oui. Ben, c'est pareil, à 22 ans, on était des tout jeunes, quoi. Alors après, ça refroidit, donc déjà pour reprendre les relations et tout. Et moi, je suis quelqu'un, disons, qui n'est pas... qui ne fonce pas dans la vie, qui réagit, qui réfléchit beaucoup. Alors maintenant, bon, après j'ai eu des aventures qui ont plus ou moins duré. Et puis moi, le problème, c'est que maintenant, bon, je me retrouve à 50 ans, 57 ans, j'ai l'impression que je ne peux plus, à 20 ans, je peux plus foncer comme une jeune de 20 ans. À 20 ans, je fonçais, mais là maintenant, donc le problème, c'est que il y a 20 ans, tout bien, tout honneur, j'ai un ami qui m'a téléphoné, on est resté en amis, bon, tout bien, tout honneur, et cet ami, donc, bon, je pense qu'il n'écoute pas, et on sait que par téléphone et par correspondance. Parce que lui, c'était quelqu'un qui fait le tour du monde, là, qui va couvrir le monde. Et moi, du fait de par mon travail, pourtant nous avons 150 kilomètres qui nous séparaient. Et moi, je travaille dans un milieu hospitalier, donc quand lui pouvait être susceptible d'être libre, moi, je n'étais pas libre. Et puis, un beau jour, j'ai dit, bon, j'ai l'impression qu'on joue à cache-cache. Et puis, j'avais l'impression que ça n'aboutirait à rien. Et puis bon, moi j'ai dit non, bah tant pis, on va pas se voir. Et moi, lui, il voulait me voir le jour où il m'a téléphoné. Il voulait absolument me voir ce jour-là. Et puis moi, je suis pas celle que tu crois. Mais il dit, moi, il y a longtemps que je t'ai jugé, je sais bien. Mais moi, il me disait pas qu'il partait pour 3 mois à l'étranger. Mais alors, vous connaissez depuis une vingtaine d'années, c'est ça? Oui, mais sans jamais avoir... on s'est perdu de vue, disons. Mais là, je voudrais reprendre contact, mais arrivé 20 ans après, je veux pas débarquer comme un cheveu sur la soupe, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui ne connaît aucun la vie moderne de comment on appelle ça, l'internet ni tout ça. Oui. Alors moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, et donc à chaque fois je partais, parce que moi, je suis quelqu'un aussi qui voyageait pas mal, donc à chaque fois j'envoyais des cartes, mais jamais sans retour.
Alors, est-ce qu'il les avait reçus ou est-ce qu'une liaison pour lui s'était installée ou... Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous éprouvez le besoin de le rappeler? Parce que là, je me suis dit, je me sens plus sereine et je me suis dit, j'ai toujours fait passer la vie professionnelle. Maintenant, mais ça veut dire que vous n'avez jamais vécu avec un homme, par exemple? Que des brèves liaisons. Nous avons vécu 1 an, 2 ans avec des hommes, mais je tombais jamais sur le Quand bon vous numéro, dites nous, quoi. c'est-à-dire... Non, avec cette personne, non, mais avec d'autres personnes, bon, c'était... déjà, je vous dis, moi, j'ai mal démarré avec cette personne, là, ça m'a un petit peu refroidi. Oui, ça peut arriver, mais oui. entre après, j'ai toujours cet eu événement à l'âge de 20 ans et disons, 50. je n'ai jamais, vécu 10 ans avec la même personne, quoi. J'ai toujours eu des petits bouts de chemin. D'accord. Voilà. Alors là, maintenant, je sentais qu'à l'époque, ça aurait été la bonne personne. Et j'étais un petit peu... parce que lui, cette personne voulait venir, et moi, vous voyez... Ben oui, lui semblait prêt. Oui, lui était Alors, prêt. qu'est-ce qui fait que vous ne vous êtes pas lancé? Je sais pas, moi, toujours à faire passer la vie professionnelle, parce que moi, le lendemain, je commençais à 5 heures du matin. Alors j'ai dit non, moi c'était un mercredi, je me souviendrai toujours, c'était un mercredi, j'ai dit non. Et moi, il me l'avait pas dit après qu'il partait 3 mois pour son travail. Alors, vous voyez, on a joué à cache-cache et j'ai appris à le connaître par les écrits. Et moi, je sentais que j'ai loupé le coche. Et là, maintenant, je me suis dit, mais quel bêtise, tu as passé à côté de quelque chose. Et là, maintenant, je refais un peu l'historique de toute mon histoire. Je me suis dit, même si c'est rien passé, mais au moins, je voudrais, même si c'est que de l'amitié, maintenant, je peux peut-être y prétendre, il y a peut-être des enfants, j'en sais rien. Je sais pas. Alors moi, je voulais vous demander conseil. Si maintenant j'ai retrouvé son adresse, je l'ai localisé où il habitait, mais je peux pas me permettre même de téléphoner. Je pense que je ne le ferai pas. Alors, je sais pas. Et comment comptez-vous faire alors? Justement, je vous demandais conseil parce que je me trouve un peu comme une gamine de 20 ans qui ne sait plus se lancer. Oui. Parce que je me suis dit je veux foncer, puis j'ai l'impression que je vais dire non, ça va pas aller. Je comprends vos réticences, parce que c'est vrai que quand vous nous parlez de cet homme, on a l'impression que ça s'est passé hier. Oui. Quand vous me dites, par exemple, moi, le lendemain, je devais me lever à 5 heures du matin. Lui, parce que j'ai l'impression que vous me parlez d'un événement qui s'est passé la semaine dernière, alors que ça s'est passé il y a 20 ans. Moi, je vous dis, j'ai l'impression d'être... Là, vous voyez, je vous fais l'impression, Caroline, de revivre comme si j'avais 20 ans. Oui, mais c'est vrai. Que vous comprenez. Mais si, c'est... J'ai plus 20 ans. Mais oui, mais le problème, c'est qu'il s'est écoulé 20 ans. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pour ça que... réagir autrement. Voilà. Oui, mais alors maintenant, François, j'ai envie de vous dire, ça sert à rien, maintenant de se dire, oh là là, j'aurais dû, je me levais à 5 heures du mat, à la limite, je me couchais pas, et puis voilà, quoi. On peut passer une nuit blanche, parfois, si cette nuit, en plus, elle est sublime dans les bras d'un homme, dont on est follement amoureuse, je vais te dire, à la limite, puis surtout avec 20 ans de moins, on marque même pas, donc, vous voyez, on a cette chance-là. Mais qu'est-ce que vous voulez? On va pas refaire l'histoire, Françoise. Donc, Donc, maintenant, c'est compliqué parce que effectivement, entre-temps, cet homme, de l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit. Pour moi, j'ai eu d'autres liaisons et lui de son côté, il n'a pas attendu. Alors vous n'avez depuis 20 ans, vous n'avez plus de contact. Je n'ai plus de contact. Bon, alors on peut penser que cet homme a fait tranquillement sa vie. Oui, a fait tranquillement sa vie, et voilà. Oui, c'est ce que j'ai pensé. C'est quand même fort probable. Oui, puis de toute façon, moi je suis quelqu'un qui n'irait pas détourner un ménage. Non, je pense pas que même si... Et je sais pas, moi je suis dans le vide, je me suis dit... Qu'est-ce que vous attendez? C'est ça? Je voudrais foncer, mais je me dis si je me ramasse un râteau, qu'importe. Moi je suis prête à foncer. Vraiment qu'importe? Oui. Je me dis, est-ce qu'il faut que je fonce si je me prends un râteau? Ça serait quoi un râteau pour vous? Moi, ça serait je veux savoir la vérité. Mais si par exemple, je prends le téléphone et je téléphone et je dis, puis je tombe sur une dame, je dirais, je peux dire que c'est une amie qui voudrait, alors je sais pas si je peux jouer ce jeu-là, je sais pas. Après tout, oui. Oui, après tout, il ne s'est rien passé avec cet homme. Oui. Vous n'avez même pas été sa maîtresse. Ah non. Bon, alors.
vous Non, pouvez, alors, donc, vous pouvez tout à fait appeler pour prendre de ces nouvelles. Ben voilà, oui. Oui, parce qu'on a eu que des contacts par correspondance. Hein. Et moi, donc, à travers sa correspondance, je voyais que il y avait des choses qui étaient sincères. Oui, mais c'était il y a 20 ans. Voilà, permettez-moi de vous le rappeler. J'insiste un peu lourdement, j'en ai bien conscience, hein, Françoise. Mais vous, vous prenez à rêver parce que finalement, voilà, la retraite se profile à l'horizon. Vous vous rendez compte que le travail a pris énormément de place, et puis vous voyez se profiler la retraite, et en vous disant, au fond, ma vie affective, je l'ai délaissée. Cet homme finalement vous a beaucoup marqué, et vous avez envie, et pourquoi pas, d'essayer de tenter votre chance, parce qu'après tout, qui sait, il est peut-être libre, il est peut-être séparé, divorcé, bon, donc pourquoi pas tenter quelque chose. Et puis, si comme vous le dites, si comme vous le craignez, il est en couple, et que vous ne voulez pas vous immiscer dans un couple, eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez le revoir, ou simplement prendre un café, prendre un verre avec lui ensemble, et puis c'est tout. Hein, donc, il faut que je me lance, là, il n'y a pas... oui, évidemment, parce que vous pouvez continuer à fantasmer des années encore. Parce que là, je me suis dit, là, maintenant, il faut foncer. Voilà, il faut... Alors, il y a Prune qui nous envoie un petit message au 7 21 21 disant, vous risquez d'être surprise, mieux vaut lui écrire. Et puis, il y a Yasmina, elle dit, 20 ans, vous n'avez pas peur, il vaut mieux oublier le passé et vous inscrire dans une agence matrimoniale. Oh, non, mais j'ai d'autres amis, d'autres liaisons, mais disons, je voulais pas passer à côté de ça. Alors pourquoi pas? Voilà. Attendez d'avoir refait votre bridge quand même. Oui, parce que là, non, là, je suis pas... je vous dis ça comme ça, parce qu'avec 4 dents en moins devant, quand même... alors là, j'aurais 30 ans de moins, alors. Là, j'aurais 30 ans de moins. Il va dire, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à Françoise? Oui. Alors là, oui. Donc, tiens, est-ce que le subversif serait revenu parmi nous? Ça serait une bonne nouvelle, parce que beaucoup le regrettaient. Je reçois un message au 7 21 21 qui pourrait lui ressembler, mais je ne sais pas. Il faudrait que vous signiez, mon cher ami, le subversif, pour que je sache vraiment, parce qu'avec les nouveaux messages 7 21 21, je ne vois plus vraiment si c'est vous ou pas, qui dit des retrouvailles baroques composées de cache-cache singulier, de râteaux loufoques et de bridge burlesque. Peut-être. Il y a Ninon qui dit, envoyez-lui une carte postale amicale avec vos coordonnées et vous verrez bien. Voilà. Donc après, oui, il faut vous lancer, sachant que il est peut-être libre, il est peut-être disponible, et ça peut être une bonne surprise pour vous. Dites-vous que de votre côté, il a 20 ans de plus, et que peut-être la magie que vous avez ressentie, éprouvée il y a 20 ans ne sera plus au rendez-vous. Mais elle peut être là aussi. Oui, de toute façon, on dit toujours la vie recommence à 60 ans après tout. La vie peut peut-être commencer à 60 ans, recommencer, je sais pas. Bon, là, je ne reste pas. Comme je dis, il faut foncer et puis écrire, et puis voilà. Voilà, donc vous me conseillez vraiment qu'il faut que j'écrive. Voilà. Je vous remercie, Caroline. Je vais pas. Et puis alors, ils sont vraiment, moi, vous m'étonnerez toujours, parce que ils s'adaptent à tout, nos auditeurs. Il y a Ninon qui dit, allez manger beaucoup d'aliments avec des fibres, ça passera plus vite. Voilà. Et il y a Harmonie qui dit, allez, bonne pêche. Oui, bonne pêche. Mais ils sont gentils, vous voyez, ils prennent soin de vous. Oh, ils sont sympas. Et il y a Michel qui dit, avez-vous joué dans les dents de la mer 1 ou dans les dents de la mer? Mais je crois que je vais me lancer peut-être, oui. Oh là. Ils sont taquins. Oh, mais ils sont formidables. Vous avez une bonne équipe. Vous savez, moi, lundi, je ne riais pas. Mais là, maintenant, ma pauvre. Allez, elle était bonne au moins, la tarte, c'était l'essentiel. En tout cas, tenez-nous au courant, Françoise, de ces retrouvailles. Que ce requin, peut-être qu'il va se manifester, je ne sais pas. Mais on espère. Je pense pas qu'il doit m'écouter, je sais pas, parce que je sais pas si c'est le genre à écouter, je sais pas. Il vous aura pas reconnu avec votre petit vosotement. Non. Bon, puis j'ai pas cité son nom de famille, j'ai pas cité la ville, j'ai pas... Non. Vous n'avez rien cité qui permet de vous identifier, rassurez-vous. Voilà. Allez, bonne chance, merci, Françoise. Caroline, et bonne chance et merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Je vous tiendrai au courant. Avec plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. On
accueille maintenant Josette. Bonsoir Josette. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous téléphone. C'était au sujet de, je pense que c'était Sylvie. Sophie. Sophie, pardon. Que sa fille la première intervenante. Oui, que sa fille buvait. Oui. Bon, alors moi je peux, si vous pouvez la revoir tout à l'heure, vous allez lui conseiller qu'elle fasse rentrer sa fille dans un établissement avec sa signature à elle, pas de la fille, mais de la maman. Dans un hôpital spécialisé pour alcooliques. Moi, je peux vous en parler. À l'heure actuelle, j'ai mon fils qui y est. Et il a fallu que je signe pour le faire rentrer à hospitalisation à deux tiers. Ça s'appelle HDT. Et hospitalisation à la demande d'un tiers, oui. Voilà. Et elle sera très très bien soignée. Moi, je vois où est mon fils, là. Il est sur Toulouse. Et je peux vous dire qu'il est très très bien soigné. Bon, ils prennent beaucoup de cachets au départ parce que, pour éviter qu'ils boivent et tout. Mais ils sont très bien traités. Mon fils me dit, maman, ça va me faire mal au cœur de sortir de cet établissement. Et il a 46 ans, alors vous voyez, on est à peu près dans les mêmes eaux toutes les deux. J'ai 68 ans, j'ai 11 enfants et j'ai 15 petits-enfants. Alors je peux vous dire que quand je voyais mon enfant boire ce qu'il buvait, je peux vous dire que j'en étais malade. Je suis allé le voir parce qu'il était du côté de Tours, là-haut. Oui. Et un jour, à 5 heures du matin, il me dit « Maman, t'es réveillée ?» je lui dis, m'appeler comme ça, automatiquement, je me réveille. Et je vais dans la salle à manger. Qu'est-ce que je vois? Je vois mon fils avec une bouteille de vin et un demi-litre de vin rouge à 5 heures du matin. Et il a bu pendant des années et des années. Depuis l'âge de 16 ans. Ouais. Et cette hospitalisation, donc, l'a beaucoup conforté, l'a beaucoup amélioré. Et il a un dégoût rien que de voir quelqu'un qui boit une bière. Il me dit, maman, je vomirais. Alors c'est très bien comme ça et j'ai peur malgré tout qu'il recommence. Mais son frère lui a dit écoute, tu descends dans le midi, je t'emmène à l'hôpital, je fais tout pour toi avec ma femme et tout, puis les enfants. Mais une chose est sûre, c'est que si par malheur tu rebois, que tu remontes là-bas à Tours pour repicoler, parce que ça a été son mot, plus jamais on s'occupera de toi. Alors là, il a peur de sortir, je vous dis, parce qu'il est très très bien soigné. Et vous dites à Sophie, si vous avez son numéro de téléphone et tout, vous la rappelez en lui disant voilà, faut signer une décharge hospitalisation aux 2 tiers. Voilà. À la demande d'un tiers, oui. Voilà. Et croyez-moi, sa fille arrivera à s'en guérir. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui, je pense que d'ailleurs, écoutez, je vous remercie pour c'est normal, vous savez, quand on voit ces ce témoignage, Josette. Je pense qu'effectivement, après ce qui s'est passé, cette agression, ça aurait pu être demandé. Elle aurait pu tuer sa mère ça aurait pu être demandé et peut-être qu'effectivement, au niveau de la prise en charge, médicale, puisqu'il est toujours suivi, ça pourra lui être proposé. Je vais vous raconter quelque chose. Je suis allée voir 2 fois mon fils au moment de Noël, c'était en 2007. Et un matin, il était dans la rue, il faisait la manche déjà. Il faisait la manche, bon, comme il m'a dit, pourquoi travailler pour donner tout aux impôts et tout, alors il a fait la manche pendant je sais pas combien d'années. Mais une chose est sûre et certaine, il a fait ça, et un jour de Noël, la veille de Noël, je vais le voir, comme il était convenu, je vais le voir, puis je vois mon gamin qui fait la manche. Il y avait moins 10 dehors, et j'ai vu mon fils tomber dans les caniveaux. J'ai dit c'est fini, je le reverrai plus vivant. J'ai appelé la gendarmerie, le SAMU, l'hôpital et tout. Ils m'ont dit madame, s'il veut pas rentrer à l'hôpital, vous n'avez pas à signer, on pourra pas le mettre. Même si vous signez, s'il veut pas, on lui fait signer une décharge comme quoi il veut pas y aller. Et là, j'avais réécrit à une assistante sociale qui s'en occupait. Elle m'avait dit, madame, le seul moyen, c'est de faire une lettre comme quoi vous acceptez son hospitalisation aux 2 tiers. Voilà. Et tout s'est bien passé.
Bon, mais écoutez, voilà. oui, parfois, effectivement, ça peut être très difficile d'arriver, surtout pour des parents, de faire hospitaliser son enfant, même adulte, et pourtant, ça peut lui être effectivement très bénéfique. Certains le reconnaissent. Et il y a, quand j'ai entendu que sa fille voulait l'étrangler, moi, mon fils, par contre, il a jamais battu quelqu'un, il m'a jamais agressé, jamais rien, au contraire, tout en étant ivre comme il était, il me disait, maman, ça va? T'as pas trop le cafard? Alors je lui disais non. Puis il comprenait très bien, rien qu'à me voir. Enfin, c'est comme ça. J'espère que vous l'aurez de nouveau, puis vous lui expliquerez. On vous remercie, Caroline. Merci beaucoup, Josette, de ce témoignage. Et merci pour vos collègues, là, ils sont très très sympas. Merci pour l'équipe. Vous faites des amitiés, et vous dites à Théo, à quoi ça sert l'amour? À quoi ça sert l'amour? Même quand on n'a plus de dents, on peut faire maintenant beaucoup de choses sans dents. Non mais dites-moi, alors là Josette, il faut m'expliquer ce qui s'est passé avec Théo. Théo, c'est le jeune homme qui vous accueille au Standard. Non, mais je vais le surveiller de près, ce jeune Théo. C'est même pas Monsieur Théo qui m'a reçu au Standard. Ouais, là il me regarde, là l'air de rien, là, mais celui fait mine de ne pas comprendre. Je vais les surveiller de plus près, là. Non, mais vous un petit peu les lascars. Edith Piaf quand elle chantait ça? À quoi ça sert l'amour avec Théo Sarapo? Ah, d'accord. Voilà. Mais maintenant, elle dit pas, on peut faire beaucoup de choses même sans dents, quand même. Je vais vous faire rire un petit moment. Ça, c'est vous qui l'a rajouté. Avec ce qu'on a entendu, je vais vous chanter une chanson, moi, en imitant Dalida. Soft, quand même, il est pas encore minuit, Je venais d'avoir 60 ans, je n'avais presque plus de dents à la mâchoire. J'avais les oreilles décollées, les pieds plats par-dessus le marché. Quelle drôle d'histoire! Moi qui rêvais de devenir star pour faire un jour du cinéma. Quelle catastrophe! Sur ce, je vous dis bonne nuit les petits et bonsoir. Mais Josette, quand on sera en panne de disque, on vous appellera, justement. Manu me disait dans le casque, là, il faut passer un disque. Écoutez, je sais pas, on avait Josette, Voilà, je vous embrasse, Josette. Merci, vous avez une belle voix. Vous chantez juste. Merci. Vous chantez juste, Josette. Oui, j'ai fait des concours. Mais j'ai chanté avec Mireille Mathieu, moi. Ça va peut-être être vous, la nouvelle star, Oui, ça m'étonnerait. À 68 ans. Ça veut, regardez comment Suzanne Boyle, comment elle est. Regardez, Oui, mais remarquez, ils vont faire une émission sur les mémé stars. Oui. Ça serait pas mal. Là, j'y vais tout de suite. Allez, mais vous n'êtes pas une mémé. Allez, bonne soirée, Josette. Au revoir. À tous. Merci. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Heure de l'émission, toujours en direct bien sûr sur Europe 1. L'antenne vous est ouverte au 39 21. Vous pouvez nous faire part de toutes vos réactions au 7 21 21. Alors, il y en a beaucoup de réactions qui arrivent. Il y a Oxalis qui dit un petit zéphyr de folie souffle ce soir, on dirait. J'adore. Il y a également Céline qui dit merci pour cette tranche d'humour. J'ai ri de toutes mes dents ce soir. Il y a Marie-Claude qui dit si avec tout ce qu'elle a entendu, votre auditrice ne garde pas une dent contre Europe 1, vous aurez de la chance. C'est une allusion à Françoise qui a témoigné avec son problème de bridge. Et puis il y a Yasmina qui dit mais que se passe-t-il ce soir? Tout le monde est déchaîné. Ce soir je ris toute seule. Merci pour la bonne humeur. Il y a également
maintenant, on a une Josette qui nous écrit sur le site europe1.fr et qui dit bravo à Josette. Josette qui a poussé la chansonnette ce soir à l'antenne et qui dit quelle belle humeur et quel bel humour. Merci à elle et merci à votre émission qui nous surprend à chaque instant. Et puis Harmonie qui dit quelle soirée, si c'est ainsi jusqu'à la fin, ça promet du rire. Et du rire, j'aime aussi quand c'est léger, c'est irréel, mais c'est aussi ça, la vie, des petits tracas qui portent à rire. Alors profitons-en. Et puis Emma, plus sérieusement, nous écrit Emma qui ne sera bientôt plus interne de psychiatrie, mais qui sera carrément psychiatre, et qui dit attention, on ne peut pas proposer d'hospitalisation à la demande d'un tiers chez un patient alcoolique s'il n'existe pas de menace pour sa vie immédiate, comme une tentative de suicide, menace de suicide. Sans réelle motivation, c'est difficile de soigner un patient addict, nous dit Emma. Et puis il y a Georges qui est plus que jamais bougon ce soir, qui dit ah quelle bonne nouvelle, le subversif est de retour. Et moi aussi, Caroline, je suis là. Mais ça, tout le monde s'en fout. Je suis dégoûtée. Mais non, mon cher Georges. Il y a Annie qui nous demandait hier, mais alors que fait Georges? Il boude ou quoi? Il n'est plus là, l'ami Georges. Mais elle n'est pas là, Annie, ce soir. Voilà, elle n'est pas là au même moment. Non. Je suis sûre que vous aussi, vous avez votre fan club, mon cher Georges. Il y en a pour tout le monde, rassurez-vous. Allez, on accueille maintenant Muriel. Bonsoir Muriel. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc merci d'avoir sélectionné mon message. Je vous en prie. Donc moi c'est vrai que la nuit déjà c'est une angoisse. Alors, je suis quelqu'un d'angoissé donc déjà je vais essayer de vous dire ce qui m'arrive. Oui, vous êtes déjà plus angoissée quand la nuit tombe. Oui. Je pense que c'est propre aux gens angoissés déjà. Donc, oui. Là l'angoisse, moi déjà la nuit j'ai du mal à m'endormir et dormir c'est une petite mort pour moi. C'est comme ça que je le ressens. Oui. De tout temps, ça a été comme ça? Non, c'est depuis quelques années quoi. Donc c'est ce que je ressens. Mm-hmm. C'est dur de dire ça, mais non. C'est mon ressenti en fait. Donc vous luttez contre le sommeil alors? Si je peux, j'aimerais bien éviter de dormir, mais le problème c'est que on peut pas ne pas dormir. Non, c'est vital, bien sûr, c'est important même pour récupérer. Mais moi, il y a comme la nuit, il y a des gens qui adorent la nuit, mais moi c'est le contraire. La nuit, ça évoque beaucoup de choses, mais c'est lié tellement à pas mal de choses. Donc, je vous appelle parce que je pense que vous avez mon problème, c'est-à-dire que je suis partagée entre deux hommes, à savoir, j'ai un ami que je connais depuis 3 ans, pour laquelle ma relation se passe plus ou moins bien, et une autre personne que j'ai rencontrée en clinique, alors clinique spécialisée, je rentre pas dans les détails, clinique spécialisée. La personne, effectivement, elle est addicte à la boisson, et moi, ça me fait un petit peu peur. Moi, je suis rentrée pour me soigner pour mes phobies, entre autres. Voilà. Et puis, moi, je pense que nous, vu ma fragilité et sa fragilité, ça nous a permis de nous unir, de se comprendre. Mais le problème, je pense que lui, il est encore plus fragile que moi. Et j'ai trouvé dans son discours quelque chose qui m'a touchée. Donc c'est peut-être pour ça que je me suis rapprochée de lui. Oui. Mais le problème, que c'est une relation qui, à mon avis, peut pas aboutir à quelque chose de bien précis, puisqu'après son séjour en clinique, il va en centre post-cure. Oui. Donc à mon avis, pendant 3 mois, et je pense que ça retarde à chaque fois le fait que je puisse le connaître davantage dans un autre contexte. Donc malheureusement, j'ai mon ami effectivement actuel, mais bon, je suis en train de m'éloigner de lui. Parce que quand je suis rentrée en clinique, il n'a pas trop compris effectivement le fait que je rentre en clinique. Il me l'a plutôt reproché. Ça, je trouve ça un petit peu incroyable, mais bon, il n'a pas accepté que je rentre en clinique. Donc bon. Pourquoi? Peut-être parce qu'il se sentait peut-être fautif, je sais pas, mais c'est tellement de choses en fait. Donc moi je pense que la clinique ça m'a permis de me retrouver en fait aussi, c'était pour faire le vide, c'était pour me retrouver, pour faire il y avait un trop plein en moi et je savais plus où j'en étais, et donc j'avais vraiment
envie de me retrouver sans personne, c'est-à-dire ni mes parents, ni qui que ce soit. Oui. Faire le vide autour de soi, et c'est pour ça que je suis rentrée dans cette clinique et que j'ai rencontré cette personne-là qui me fait beaucoup de bien, effectivement, dès que je l'entends. Sa voix me transporte, mais je me dis c'est une relation un petit peu dangereuse parce que c'est peut-être notre fragilité commune qui nous a fait. Eh oui, certainement. Ouais, oui, non, mais oui, je reconnais. vous êtes. Non, mais c'est bien, Muriel, parce que vous êtes très lucide. Hein, vous avez raison de dire que au fond, vos fragilités ont permis d'emblée de mieux vous comprendre. Enfin, ça a fait qu'il y a eu d'emblée des atomes crochus, une sensibilité commune. Mais en même temps, du coup, on attend parfois quand on se comprend bien, comme ça, immédiatement presque. On attend presque que l'autre aussi, quand il nous comprend aussi bien, qu'il nous répare. Or, quand on est très blessé, très meurtri, on a déjà du mal à prendre soin de soi. Donc c'est difficile, voire impossible, de prendre en charge un autre. Oui, mais en fait, moi, c'est pas sa fragilité qui m'a séduite. Je pense que c'est autre chose, c'est son approche. Mon ami, il me fait pas. Pendant ma relation, il m'a pas fait exister en tant que femme. Je sais pas si je suis claire en disant ça, mais j'ai l'impression que j'étais son objet. Et en fait, lui, son discours de cette personne qui est en clinique actuellement, j'ai l'impression qu'il faisait, enfin bon, c'est vraiment un contexte particulier, j'admets, mais qu'il me faisait admettre ma condition de femme, d'être telle que j'étais, effectivement, de me respecter. C'est ça qui me séduit. Et mon ami actuel n'a pas le même discours du tout. Donc, et d'ailleurs, effectivement... Qu'est-ce qui fait que vous vous éloignez de votre ami ? Lui, en fait, je peux peut-être me parler de ce qui s'est passé dernièrement, sans équivoque ou quoi que ce soit, mais je lui ai annoncé justement la rupture, et un jour, le jour où je lui ai annoncé la rupture, parce que je sentais que la relation n'avait aucun sens, donc c'est bien d'en parler. Lui, fermé à toute communication, il a commencé à boire, justement, parler de la boisson, il a bu, il m'a dit « je vais me suicider ». Il m'a fait du chantage au suicide. Ah, oui. C'est important que je vous le dise, donc c'est vrai, du chantage au suicide, il m'a dit « donne-moi Internet, tu sais pas où trouver une armurerie, voilà ». C'est moi, ça me... Alors, vous voyez, c'est que moi... c'est insupportable, il m'a fait ça le lendemain de sortir de la clinique, faut le faire quand même. Ah oui, en effet. Donc, je sais pas, je sais qu'une cassure, c'est dur à admettre. Je peux comprendre. Oui, bien sûr, mais enfin, c'est que la personne qui entend ça, déjà, elle est pas bien dans sa tête. Je me permets, sans critiquer la personne. Oui. Mais quand même, c'est quand même que déjà, quand il entend ça, il a pété une durite, excusez-moi de l'expression. Il a commencé effectivement à boire l'alcool. Quand vous lui avez dit, il s'est alcoolisé devant vous? Ah, il s'est alcoolisé devant moi, oui. Puis il a failli porter la main sur moi. Il s'est retenu, mais il m'a dit jamais je te frapperai. Mais bon. Parce qu'il y a des gens qui sont sous l'alcool actifs et passifs. C'est vraiment qui sont sous l'alcool qui sont agressifs, et d'autres passifs, si je puis dire. Mais là, lui, voilà, et c'est pour il m'a dit, t'auras ma mort sur la conscience. Qu'est-ce que je dois penser de ça? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Oui, c'est insupportable. Non, c'est insupportable. Il n'y a rien à penser là-dessus. Je peux pas continuer la relation. Oui, maintenant. non, ça c'est insupportable parce que. Je me culpabilise, Caroline, vous comprenez? Je peux que se culpabiliser quand vous entendez ça. Mais c'est le but. C'est le but de vous faire culpabiliser. C'est-à-dire, il est sans moyens. Il sait pas comment faire pour finalement vous retenir. D'abord parce qu'on peut pas retenir au fond quelqu'un qui veut partir. Je suis sa chose parce que je le comprends bien. Il avait une photo de moi, un cadre en moi. Il me dit tu m'appartiens. Bah oui, mais moi j'appartiens à personne. Non, voilà, mais on a. Vous avez raison, bien sûr. Oui. Ma liberté. Non, mais c'est. Vous savez que ça marqué parce que je lui ai dit souviens-toi que je suis sortie comme de la clinique et apparemment. Oui. Apparemment, il ne m'écoutait plus du tout. Il savait même pas, il me demandait pas comment j'allais à la sortie de la clinique, rien. Il y a que lui qui, apparemment, je n'existais plus. Là, tout d'un coup, il est voilà, c'est dur. Oui, c'est-à-dire vous avez du mal. Non, mais on sent votre émotion quand vous en parlez et c'est compréhensible.
c'est vrai que finalement je mérite pas ça. Je suis désolée de dire ça, mais je mérite pas ça parce que franchement, qu'il soit sous l'emprise de l'alcool ou autre, qu'il me fasse une menace, chantage. Puis déjà, il m'appelle, ça m'arrive qu'il m'appelle de temps en temps, mais tu vas pas me quitter. On se calme là. Ce qu'il m'a fait déjà, c'est inacceptable. Ce qu'il a fait au lendemain, le fait que je sois sortie de la clinique, ce chantage au suicide, c'est inacceptable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on peut pas admettre ça. On peut pas continuer une relation, on peut pas repartir sur de basses scènes. Oui, vous lui en voulez beaucoup. Bien sûr. Et on peut pas reconstruire quelque chose. Il m'a détruite. Là, il a détruit quelque chose. Non, j'ai pas. Non. À vous entendre, il vous a pas détruite, hein, Muriel. Au contraire, vous réagissez de façon très constructive. Je suis très énervée en ce moment. Très remontée parce que j'étais à la clinique pour me redonner du peps, une certaine énergie. Je l'ai retrouvée d'ailleurs. Vous l'avez retrouvée, hein, j'ai l'impression. Sûr. Oui. Mais il va pas me détruire parce que j'ai l'impression qu'il cherche à me détruire. Non, mais moi j'ai l'impression que, enfin, je ne sais pas quelle était la nature de votre relation, mais quand vous dites j'étais sa chose, peut-être qu'à un moment. Parce que par exemple, je vous dis un exemple précis, c'est les vêtements par exemple, il me dit tu les mettras qu'avec moi, certains vêtements. Ça veut dire quoi ça? Tu les mettras qu'avec moi? Oui. Non, ça c'est inacceptable d'entendre. Mais c'est des choses que il est plus âgé que vous il a 41 ans, ce brave homme. Si je puis dire, parce que parfois il me fait un peu de peine dans ses réactions, mais j'aurais pas de pitié pour lui. J'ai vraiment envie de me venger. Je suis désolée de vous dire ça. Oui, calmement, mais je suis très remontée. Vous savez, ça serait perdre votre énergie là. Il vaut mieux que vous la mettiez à votre service. Là, puis en plus, il a fait devant chez mes parents. Il était complètement bourré, bourré, éméché, puis il savait plus où il était. Et donc, il a parlé à mon père d'une manière agressive, parce que bon, il a encore l'alcool, et ça, c'est pas... Il a rien pour se rattraper. Souvent, il y a des hommes, vous savez, ils se rattrapent, ils disent effectivement, t'as raison, je vais faire des efforts. Là, rien. Au contraire, il me laisse partir, là. En réagissant comme ça. Ça va vous aider, c'est finalement une bonne chose, Muriel. Oui, c'est que ça va vous aider, ça vous aide à vous détacher de cet homme. C'est-à-dire que bon, voilà, c'est la fin de l'histoire et il n'y a pas à regretter et vous allez continuer à aller de l'avant et comme vous dites à vous reconstruire, à continuer de vous construire. Et à un moment, vous avez peut-être été un peu dans la dépendance vis-à-vis de lui. Il voulait avoir beaucoup d'emprise sur vous et vous avez évolué et lui ne supporte pas que vous ayez évolué et que vous ayez pris de l'autonomie. Voilà, il pense que je suis influencée par des ondes extérieures. Oui, parce que ça l'arrange de penser ça. Il préfère, penser que vous êtes toujours soumise à quelqu'un d'autre au lieu de voir qu'en fait, non, au contraire, c'est vous qui avez évolué et que vous êtes moins vulnérable, moins fragile et que vous pouvez aujourd'hui prendre des décisions par vous-même. Ouais, et puis effectivement. Donc du coup, cette relation n'a plus de sens pour vous. N'a plus de sens, effectivement. Et puis de l'autre côté, j'ai cette amie, effectivement, un amour que je peux ressentir, c'est peut-être fort pour la personne qui est en clinique actuellement, pour laquelle j'ai des sentiments assez forts. Mais je sais que je peux rien faire parce que finalement. Prudence. Les médecins d'ailleurs sont pas très favorables, disent que ça marche jamais dans ce contexte-là. Vous savez, l'expérience leur donne souvent raison. Hein. C'est vrai que. Il n'y a pas d'exception à la règle, si je puis dire. Bien sûr qu'il y a toujours des exceptions à la règle, mais c'est vrai que les médecins ne sont pas favorables aux rencontres comme ça, enfin aux relations amoureuses entre patients, entre guillemets, parce que de rencontres comme ça entre de solitude, de fragilité, il y a un temps pour tout et il y a un temps pour se reconstruire, aller mieux, se prendre en charge, c'est ce dont a besoin cet homme. L'addiction à l'alcool, je vais peut-être vous poser une question, je ne sais pas si j'aurai une réponse de votre part, mais c'est peut-être, est-ce que les gens s'en remettent ou pas? Parce que je sais qu'il y a toujours l'image qui doit revenir de l'alcool, effectivement, en permanence. Alors, est-ce qu'une personne peut vraiment s'en débarrasser définitivement? Oui, ça, bien sûr. Oui. Bien sûr, on peut être abstinent.
après avoir été. Mais après, il y a toujours des sollicitations de part et d'autre. Il y a toujours une petite chose. Mais il n'empêche qu'on peut être totalement abstinent après avoir été alcoolique. Oui, ça y a, bien sûr. Mais là, vous le rencontrez à un moment particulier. Oui, puis il a une petite fille, il est divorcé, enfin une petite fille dont il n'a pas la garde. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est dur déjà par sa situation. Oui, et puis il a un moment de fragilité où il doit aller dans ce foyer de post-cure où il est la priorité, je dirais, c'est vraiment là qu'il aille mieux, qu'il s'en sorte. Et puis vous, comme vous dites aussi, Muriel, c'est que vous continuiez votre construction intérieure. Et parfois être comme ça côtoyé de très près, et forcément quand on a une relation amoureuse, on ne peut plus près. Quelqu'un qui est encore très fragile, ça peut nous fragiliser nous-mêmes beaucoup. Or, vous êtes à un moment de votre vie où vous êtes plutôt dans une phase, où vous allez de l'avant, où vous êtes dans une phase de reconstruction. Exactement, mais c'est vrai que je pensais que quand deux êtres qui sont ensemble et qui partagent une douleur différente, ça pouvait donner une certaine force, une certaine énergie. Non, parce que pas moi toujours. Seule, des douleurs assemblées ne donnent pas. Vous voyez pourquoi je dis ça? Parce que moi seule, c'est vrai que moi avec mes problèmes ou autres, je me sens un peu démunie complètement, donc isolée. Je me dis avec une autre personne, on va se sentir plus fort. Mais c'est utopiste, je pense, de penser ça. Oui, je crois. Ouais. Ninon dit, voyez, je reçois des messages là au 7 21 21 qui dit Ninon dit votre prochain amour ne sera ni l'un ni l'autre. C'est ce que vous aurez appris aussi votre séjour en clinique. Et puis le subversif dit cet amour au dehors. Finalement de votre couple, c'est surtout le passeport que vous vous proposez à vous-même pour sortir de votre couple. C'est vrai que finalement ça, c'est aussi ce qui vous aide à. Mais j'ai pas envie d'être ça. Je vais vous répondre. Voilà pourquoi je me trouve vraiment. Je n'ai pas envie d'être. Parce que vous êtes très angoissée. Vous croyez que c'est ça qui me. Je suis pas sûre. Mais j'ai besoin d'une présence. Oui. Mais je suis pas sûre que ce soit l'angoisse qui m'appelle effectivement à ce qu'il y ait absolument une personne à côté de moi. Parce que vous allez, c'est important, c'est compliqué la solitude, Muriel. Oui. Pour tout le monde. On peut être avec quelqu'un et se sentir très seul. Oui, c'est ce que vous avez dû ressentir les derniers temps. Mais je crois aussi que à un moment il faut, j'aime pas dire il faut. C'est important de vivre un peu cette expérience-là et notamment quand on sort d'une histoire amoureuse et qu'on est donc dans une période de rupture, pas forcément enchaîner tout de suite avec une autre histoire. Bon, parfois la vie se présente comme ça et on va pas refuser une histoire d'amour qui se présente, mais il y a des personnes qui justement parce qu'elles ont très peur d'être seules enchaînent. Et c'est pas forcément un gage de réussite pour l'histoire qui suit. Parce que c'est plus par peur de la solitude qu'on se réengage dans la relation que parce que c'est cette personne-là et à un moment faire cette expérience de la solitude, c'est aussi un peu se retrouver avec soi-même, se trouver en face de soi-même et donc faire le point un peu sur ses attentes et c'est important de se retrouver un peu seul avec soi et de pas être mal parce que il y a beaucoup de moments dans la vie où on peut être où on est seul au fond quand on réfléchit bien. Moi je pense qu'on a besoin de se retrouver seul à un moment donné. Mais pour apprécier la présence, la compagnie des autres. Oui, c'est vrai. C'est ce qui permet de savourer la présence d'autrui. Oui, c'est vrai, mais moi je trouve qu'elle me pèse beaucoup trop, effectivement. Et comme moi j'ai un problème avec mon moi et moi-même, mon moi-même aussi. Donc je suis pas en paix avec moi-même, donc finalement il faut absolument que j'ai une personne qui soit à côté de moi pour un peu m'oublier, m'effacer si je puis dire. Donc, oui, mais ça vous travaillez là-dessus, j'imagine. Oui, je suis en train de travailler dessus, c'est douloureux, mais forcément. Mais ça va vous faire avancer, grandement. Oui, et puis là je pense que j'ai mûri avec la clinique, c'est bizarre de dire ça. Non. Ah bon, non, mais
Moi, c'est 15 jours. Je suis restée 15 jours. J'ai médité, j'ai écrit, Vous avez été un peu seule, hein? Mais j'étais avec complètement vous-même. seule. J'ai vu personne. J'étais seule avec moi-même dans ma chambre ou dans un parc, en harmonie avec la nature. Et donc c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Voilà, vous voyez. On va accueillir David qui est avec nous, qui a composé le 3921 pour vous parler, Muriel. Bonsoir David. Bonsoir Caroline, bonsoir Muriel. Bonsoir David. En fait, voilà, je vous ai écouté attentivement et moi ça m'avait rappelé une histoire il y a quelques années où j'étais à la place, on va dire entre guillemets, du compagnon de Muriel. Mais bon, j'avais fait alors le compagnon avec lequel l'actuel, c'est-à-dire celui qui a fait un chantage au suicide, hein, n'est-ce pas, hein? Oui, bon, d'accord. Moi, je ne suis pas allé jusque là en fait. Hein. J'ai effectivement joué de chantage là-dessus, et puis bon, finalement, je me suis retrouvé tout seul pendant longtemps, assez longtemps. Bon, depuis, je me suis reconstruit. J'ai pu là en ce moment, je vis très bien avec une personne en ce moment. Bon, ça n'est pas le problème. Moi, je pense, vous êtes toujours avec la personne, Muriel? Ah oui, plus ou moins. Je sais pas si ça va. Plus ou moins. Non. Le plus ou moins. Ça vous convient pas la réponse? Si, justement. C'est-à-dire que moi, j'ai tout. Enfin, moi, ce que je disais à Caroline, j'ai peur de me trouver seule, donc je suis pas très claire dans les réponses que je lui donne. Non, mais quand le plus ou moins veut dire quand même qu'il est toujours présent, donc. Il est présent. Moi, j'ai la rupture, je l'ai annoncé, c'est sûr, mais après, je me suis un petit peu. J'ai reculé, quoi. C'est vrai que. Voilà. Mais en fait, moi, je pense. Alors là, je vais peut-être parler par rapport à lui. Je ne vais pas vous juger, Muriel, ni vous ni lui. Hein, sachez-le. Hein, et si c'est le cas, je m'en excuse humblement. Mais je pense que à travers ce chantage, il a peut-être il puise cette force de vous retenir, parce que comme vous le dites si bien, on n'appartient à personne. Je l'ai appris à mes dépens, ça c'est clair. Personne ne nous appartient et on n'appartient à personne. Je l'ai appris à mes dépens, et le problème c'est que lui il puise dans votre faiblesse le fait de vous retenir. C'est vrai que vous travaillez beaucoup là-dessus. Ça peut prendre du temps, ça prend du temps, c'est normal. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Rome ne s'est pas fait en un jour, et je comprends tout à fait qu'il vous faut beaucoup de temps. Vous avez peur de beaucoup de choses, déjà de vous retrouver seul. Vous avez vos angoisses, et soit on vit avec, soit on les combat, soit on apprend à vivre avec, soit malheureusement, on a beaucoup plus de mal. Et enfin, c'est mon avis maintenant après. Moi, ce que je pense, c'est que à ce moment-là, vous ne devez absolument pas, par rapport à lui, je parle uniquement de votre histoire, par rapport à lui, même si ça doit vous déchirer, même si ça doit encore plus vous faire souffrir, mais je pense que vous devez un petit peu vous affranchir de lui. Il veut vous faire un chantage au suicide, qu'il le fasse. Il vous dit, tu auras ma mort sur ta conscience, qu'il meure en même temps. Vous, de votre côté, vous lui avez annoncé plusieurs fois la rupture, vous lui avez dit plein de fois, vous l'avez prévenu, vous lui avez dit que vous lui avez dit plein de fois les choses, et c'est tout, et c'est avec, et malgré votre angoisse, vous avez quand même réussi, vous avez eu ce courage de lui dire. Peut-être que ce courage. Voilà, peut-être que ce courage-là, déjà rien que le fait de lui dire, c'est peut-être un point de départ à quelque chose qui peut devenir plus positif. Je ne sais pas, je peux me tromper, mais peut-être, je dis bien peut-être, en travaillant sur le courage, rien que le fait de lui dire, écoute, c'est terminé entre nous parce que je ne suis pas ta chose, je ne suis pas ton objet, je suis un être humain, je veux que tu ne m'as jamais considéré comme tel. Si votre ami ne le comprend pas, Muriel, il comprendra jamais les choses, et il peut faire un chantage au suicide. Bon, je suis pas sûr qu'il le fasse, parce que il sait pertinemment que sa force à lui de vous retenir, c'est votre faiblesse. Et pourtant, je pense qu'à travers le fait que vous lui avez dit que vous vouliez rompre, finalement, vous laissez entrevoir une certaine force. Oui, mais alors justement, David, si je peux me permettre de vous interrompre, ça veut dire que aussi il faut aller jusqu'au bout, parce que dans ces cas-là, il faut pas tergiverser et dire je veux rompre, et puis après revenir, parce que il va en jouer. Mais il va en jouer par tous les moyens, Muriel. Et puis même si vous voulez, avec lui, parce que moi il voulait pas me rendre les clés de chez moi.
Oui, non, mais après, il y a plein de détails. Il y a plein de détails qui vont rentrer. Il va trouver tous les biais pour ne pas rompre. Donc, comme j'ai des choses à récupérer chez lui, il faut que j'aille en douceur. Vous voyez, non. Vous allez. Alors là, il y aura tous les biais. Non. Après, quand on a décidé de rompre, parce que là, on va rentrer dans tous les détails matériels. Non, mais c'est de savoir comment s'en sortir. C'est ça, parce que parfois. Non. Le problème, il est pas là. Il est pas dans le côté matériel. Il est dans votre peur aussi. Oui, dans votre peur d'être seul, dans votre peur de la séparation. Là, je reçois un message du subversif qui dit vos angoisses nocturnes. Ça peut être une réminiscence d'une peur de l'abandon originel. Il y a une peur d'angoisse de la mort, une angoisse de l'abandon. Alors, il suggère, il dit pourquoi pas un doudou, finalement, pour vous endormir. Quelque chose comme ça, une petite lumière, des choses comme ça pour vous apaiser un peu. Surtout travailler ça en thérapie. Mais votre ami va jouer là-dessus. Je reçois il joue déjà là-dessus. Bien sûr, un mail de Gabriel qui va dans votre sens, David, qui dit protégez-vous. Quand il vous dit tu auras ma mort sur la conscience, c'est une façon de vous manipuler pour ajouter une couche de pression. Rompez de suite et tenez ferme. Il est majeur et vacciné. À lui de décider ce qu'il veut faire de sa vie, en particulier se laisser aller dans une pulsion de mort dans laquelle vous ne devez pas être entraîné. Il semble surtout manipulateur et dangereux pour votre bien-être. Et puis ce sont des paroles. Des paroles, ça veut pas dire, et heureusement, qu'il passera à l'acte non plus. Donc alors il y a Julie qui écrit chaque chose en son temps. D'abord retrouver sa liberté, son indépendance, se défaire d'une relation d'emprise toxique, vivre pour soi-même, s'épanouir, laisser mijoter tranquillement la vraie vie, construire de nouvelles relations épanouissantes et authentiques, s'engager dans cette relation tentante avec ce jeune homme que vous avez rencontré en clinique. Ça peut être un peu précipité, brûler les étapes et aller dans le mur. Julie qui dit excusez la brièveté du message, mais je dois sortir. Voilà, bon. Donc voilà un peu ce qui arrive. Il y a Marie qui dit avec la solitude du célibat, on peut faire face à la peur de l'accident, de la mort, apprendre à vivre seul. Je vois pas très bien ce que veut dire Marie là. Apprendre à vivre avec ça rend fort. Faites-vous aider et ne craquez pas face à votre ex. Parfois les SMS, c'est compliqué parce que vous essayez de condenser et je comprends pas toujours tout ce que vous voulez dire. Et il y a Nico du 88 qui dit sa pseudo menace de tentative de suicide, ça ressemble beaucoup à une dernière chance pour lui en sachant qu'il sent la relation perdue d'avance. Je suis bien d'accord avec Nico. Voilà. Il y a Madeleine qui dit une relation entre deux êtres emplis de leur propre douleur n'aboutira que dans la douleur et même dans la solitude. Ça, c'était par rapport au jeune homme rencontré dans la clinique. Centrez-vous plutôt sur ce travail commencé pour apprivoiser vos douleurs. Courage à vous. C'est gentil tous ces messages. Je remercie tout le monde. En tout cas, si je puis me permettre une petite chose, vous avez le temps. Vous êtes jeune, Muriel. Oui, mais je vous le temps demande. passe vite et les rencontres, vous les faites pas comme ça. Mais non, mais les rencontres après, ça se fait, c'est au hasard des choses. Vous savez, on vous le rabâche très souvent, je suppose, en disant que vous savez, c'est au moment où on s'y attend le moins que ça arrive. Mais bon, déjà vous prenez le temps déjà vous-même. Enfin, prenez le temps si vous le voulez, bien sûr, et si vous en avez envie. Je pense que vous en avez envie, mais en même temps, il faut aussi le pouvoir. Qui veut ne peut pas vraiment toujours, ça je peux le concevoir puisque moi-même j'ai été dans cette situation-là et je peux quand même vous comprendre, mais surtout prenez le temps de la chose. Moi en tout cas je serais pas aussi vindicatif que Caroline, mais effectivement il faut y aller de front. Si au moment où vous vous sentirez réellement prête, là, je pense que vous pourrez aller encore plus loin. Je pense qu'à travers votre faiblesse, il se cache derrière une force, une véritable force que vous ne soupçonnez même pas, Muriel. C'est vrai, mais apparemment, j'exploite pas, c'est mon potentiel. Mais c'est pas facile à exploiter. C'est pas facile du tout. Je pense que ça viendra au fur et à mesure. Vous le sentirez venir au fur et à mesure. Ça se fait pas d'un coup d'un seul, mais continuez
travaillez là-dessus comme si vous le faites encore en ce moment. Oui. Continuez, je pense que vous êtes sur la bonne voie et le jour où ça arrivera, parce que je pense que ça arrivera. Déjà, vous avez fait la démarche d'appeler, de venir nous faire partager ce témoignage. C'est déjà quelque chose d'assez courageux en soi. Je l'ai déjà fait il y a quelque temps moi-même là-dessus et honnêtement, c'est déjà quelque chose qui est fabuleux et votre histoire m'a énormément ému. Sachez-le, parce que je sais ce que l'on peut ressortir, mais de sa façon à lui. C'est pour ça que je me permets de témoigner. C'est en cela que votre témoignage était intéressant, David, et je vous remercie d'avoir pris la peine d'appeler. Écoutez, merci beaucoup, David. Pas fait grand chose, merci quand même. Et on va devoir se quitter. Merci à vous, Muriel, et puis prenez soin de vous. J'ai encore pas mal de choses, effectivement, mais je sens quand même qu'il y a une énergie que je voudrais pas perdre. Surtout. Oui. C'est surtout ça. Oui. Non, on sent. Prenez soin de vous, et puis voilà, pensez à vous surtout. Merci à vous, à toute votre équipe, très gentille. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir, Muriel. Au revoir, bonne soirée. Merci, vous aussi. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 34 centimes la minute. Cécile nous écrit encore un petit courriel pour Muriel, pour lui dire: vous êtes sur la bonne voie, Muriel, prenez de la distance petit à petit avec votre ami addict. Ce séjour en clinique vous a permis de trouver plus de force pour vous respecter vous-même, mais restez aussi sur vos gardes avec cet homme rencontré en clinique. Ce n'est pas un endroit idéal pour faire des rencontres amoureuses, car vous êtes en soins psy et dans un certain état de fragilité. Parlez avec lui si cela vous fait du bien, mais occupez-vous de vous d'abord, continuez à vous construire, à vous affirmer, et puis laissez le temps passer et vous verrez. Et puis la Luciole dit effectivement, unir deux fragilités n'a jamais fait une force, ce n'est pas cette union-là qui fait la force. La Luciole qui ajoute: enfin, le subversif est revenu de vacances. Nejou, d'elle qui envoie au 7-21-21 le subversif. Quel artiste au sillage irrésistible. Et Emma, elle nous disait par SMS: moi je reste, non par courriel, je reste une inconditionnelle de Georges. Qu'est-ce que Gabriel dit? Première démarche, allez chez votre compagnon récupérer vos affaires, accompagné de votre père peut-être, ou de quelqu'un qui peut être sûr. Deuxième démarche, déposer une main courante. Troisième démarche, expliquer la situation auprès de la police et éventuellement vous faire accompagner par eux, voire porter plainte. Seule une démarche claire et coercitive vous aidera à mettre fin à cette forme de harcèlement que vous fait subir votre compagnon. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Content Philippe. de vous parler. Mais moi de même. C'est gentil. Oui, je vous appelle en fait, voilà, pour résumer la situation. Actuellement, je développe des projets artistiques, donc j'écris dans différents domaines. Donc j'écris des projets pour la télévision, pour le cinéma et pour des romans. Actuellement, j'écris un roman. Oui. Donc je suis extrêmement heureux de la vie que je mène. C'est une contrainte parce que je travaille énormément. Je ne prends jamais de vacances et j'essaie de faire avancer les projets le plus vite possible, mais bon, comme c'est quelque chose qui me passionne, c'est vrai que je vis dans un bonheur assez intense. Maintenant, c'est vrai que ça fait à peu près 10 ans que j'ai renoncé à toute forme de vie sentimentale. Voilà, j'ai pas eu non plus de relations physiques pendant cette période. Et alors je sais pas si c'est parce que j'ai perdu ma mère il y a 2 mois, je sais pas si ça c'est vrai, bon, ça m'a quand même fragilisé, même si je reprends le dessus grâce à mes différents projets personnels. Mais c'est vrai que je me pose des questions depuis environ le 1er août, le jour de mes 41 ans, et c'est vrai que je me demande si si peut-être bon là ça fait 10 ans que je n'ai eu personne. Est-ce que dans 10 ans ou dans 15 ans ou je ne sais quand, je ne vais pas me dire que je suis passé à côté de quelque chose qui peut être important également dans la vie.
Donc je me pose cette question-là. Oui, c'est pas innocent que vous vous posiez cette question-là au moment où vous perdez votre mère. Mais je pense, et en fait j'y ai pensé en attendant au téléphone. Là, je n'y avais pas pensé au départ quand je vous ai contacté. Et bon, je ne fais pas beaucoup d'introspection en ce moment. Et là, en attendant au téléphone, j'en ai un peu fait. Je me suis dit pourtant, dans ce travail d'écriture, c'est quand même, et dans cette solitude, au fond, choisie. Oui, mais vous avez entièrement raison, mais c'est tellement un fait établi que j'ai totalement admis que de toutes les façons, je n'avais pas de vie sentimentale et que je n'en aurais plus. Je l'ai admis il y a 10 ans et je n'ai jamais remis en cause. Il y a 10 ans, vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 30 ans. Très jeune. Oui. J'ai eu une vie sentimentale assez que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. Je n'ai connu que 2 femmes. Donc la première femme que j'ai connue, je devais avoir 24 ans. Donc à cette époque-là, je n'avais jamais embrassé une femme, même pas un baiser. Et j'ai connu une autre femme un petit peu plus tard, et ça s'est mal passé dans le sens où c'était une personne. Ça s'est mal passé. On va pas chercher à savoir exactement. Disons que j'en ai beaucoup souffert. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'en ai beaucoup souffert parce que j'étais extrêmement amoureux et que visiblement elle ne l'était pas autant que moi, voire pas du tout. Oui. Donc c'est vrai qu'à partir de là, je me suis dit si c'est pour souffrir autant et être vraiment en plein désespoir, il vaut mieux ne pas se retrouver face à une telle situation à l'avenir. D'où le fait c'est le moment où j'ai vraiment je me suis réfugié entre guillemets dans des projets artistiques. Donc à l'époque, j'ai écrit des textes de chansons, des poèmes, où là c'était vraiment une auto-psychanalyse que je me faisais. J'ai écrit des textes romantiques, des textes d'amour, des choses comme ça. Ensuite, il y a eu d'autres projets. C'est vrai que quand on écrit, notamment, moi j'ai écrit beaucoup de romans ou de scénarios de comédie romantique, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement sentimental. Donc c'est vrai que vous avez raison, ça devrait amener à se poser des questions, mais voilà, d'un autre côté, Non, vous avez sublimé d'une certaine façon à travers votre art, je pense. à travers l'écriture, cette absence de vie amoureuse ça m'a aidé dans la à vie écrire réelle. des choses. Voilà. Ça m'a aidé à écrire des choses plus belles que je n'aurais écrites si j'avais eu une vie plus classique. Oui, et puis au-delà aussi cette blessure très profonde, vous a aidé aussi. Oui, c'était violent, effectivement. Oui, au point de quand même, ça a été tellement violent que après elle, il n'y a plus personne. Oui, surtout que je vous dis, je suis quand même extrêmement sentimental. Je suis incapable de regarder sur la route de Madison sans pleurer à chaudes larmes. Oui, il faut dire que moi non plus, et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. C'est vrai que quand la voiture, quand les voitures sont arrêtées au feu rouge là et puis qui partent, c'est terrible, c'est abominable. Je vais vous raconter je vous laisse. Mais va le rejoindre, fais quelque chose. Oui. Je vais vous raconter une anecdote qui est amusante en quelques mots. Je revenais de Grèce et j'avais lu Libération dans l'avion qui me ramenait d'Athènes. Et il y avait un long article sur la route de Madison où il racontait la fameuse scène du feu rouge. Ce qui fait que moi, quand la scène est arrivée, je savais ce qui allait se passer et j'ai éclaté en sanglots avant même que ça n'arrive. Et c'était assez étonnant parce que pour les gens autour, ils n'ont pas dû vraiment comprendre, à part peut-être ceux qui avaient lu Libération. Oui, c'est ça. Bon. Ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? En tout cas, ma sœur qui était à côté de moi, elle ne comprenait pas, elle savait plus où se mettre. Ben oui. Oui. Voilà, et c'est vrai aussi que quand je vous dis que je développe des projets artistiques, je consacre toutes mes journées. Là, je suis dans une phase où ça devrait se concrétiser dans les prochains mois. Sans doute d'ici la fin de l'année, il y aura des options qui seront signées et sans doute des contrats dans la foulée. Et c'est vrai que j'avais tellement envie d'offrir ce cadeau-là à maman.
Et voilà, et c'est vrai que maintenant, je relativise même mes projets artistiques qui sont pourtant l'essence même de ma vie, je relativise ça et je sais que quand je signerai mes contrats, si je les signe, et je pense que ça arrivera, je relativiserai ma joie parce que maman n'aura pas pu en profiter. Et voilà, donc c'est peut-être aussi ça qui fait que ça fait se poser certaines questions et tout. Voilà. Oui, et puis je pense que, comme vous le dites, c'est important. Hein, vous y avez réfléchi là pendant, mais le fait de perdre votre maman, quand même, hein, c'est un événement. Surtout très cancer et puis on avait dit qu'elle allait beaucoup mieux. On a pensé qu'elle allait guérir, puis tout à coup on a dit bon, on arrête la chimio, c'est terminé. 3 semaines après, elle était morte. Donc c'est vrai que c'était bon, puis elle venait d'avoir 70 ans, donc elle était encore jeune. Oui, elle était encore relativement jeune, oui. Oui. Bah oui, je pense 70 ans. Oui, non, tout à fait, oui, pour bien sûr. Oui. Donc tout ça. Je sais, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que, sincèrement, réellement, on peut dire, je suis un homme heureux du soir au matin et du matin au soir. Bon, en plus, j'ai la chance d'avoir un chat qui me tient compagnie et voilà, c'est merveilleux. En fait, le chat, je l'ai depuis cette époque-là, d'ailleurs. Oui. Donc, est-ce que vous pensez que, de toutes les façons, c'est forcément une erreur d'occulter totalement cette phase potentielle de ma vie, ou est-ce que Non, une erreur, non. Le mot est fort, non. Mais le fait même que vous vous posiez la question, ça mérite que vous vous y attardiez. C'est vrai que depuis quelque temps, j'ai l'impression d'être particulièrement sensible au charme féminin, au charme au sens pas spécialement physique, hein, mais le. Non, mais ça montre que peut-être vous êtes prêt à prendre le risque de nouveau. Alors que jusqu'à présent, vous étiez complètement lancé, ça remplissait toute votre vie, et que peut-être finalement la mort de votre mère débloque certaines choses. Il y a quelque chose aussi au niveau de la transmission. Il y a peut-être quelque chose aussi qui se libère paradoxalement en vous de ce côté-là, et dans cette possibilité d'aimer aussi, de vous autoriser à aimer de nouveau une femme. Voyez, et de transmettre autrement aussi. Oui, mais peut-être que ça vaudrait le coup d'aller en parler, de vous pencher autrement. C'est ce que dit le subversif qui dit tremper la plume dans la vie est une manière de procuration. Remisez donc un peu de vos lettres dévorantes le temps de parler autrement de vous, peut-être en consultant. Mais c'est pas en termes d'erreur, hein. C'est vraiment là il faut qu'on se quitte parce que je dois passer un peu de musique avant qu'on se quitte. Mais c'est dommage, j'aurais aimé vous accorder plus de temps, Philippe. Mais c'est pas en termes d'erreur. C'est que le fait que vous vous posiez la question, que vous sentiez que ça bouge, qu'il y a quelque chose qui s'éveille de nouveau de ce côté-là, tant mieux. Moi, je trouve ça au contraire très positif. C'est qu'il y a quelque chose qui de nouveau vibre de ce côté-là. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup, Caroline. Et à bientôt. Dites-nous un peu comment ça évolue. Avec plaisir une prochaine fois. Et merci pour vos émissions. Je les écoute depuis très longtemps. Merci de votre confiance. Au revoir, Caroline. Au revoir, Philippe. Caroline Dublanche sur Europe 1.